nous allons écouter maintenant Mathieu Labonne. Mathieu Labonne, au début, a une formation scientifique. Et puis, il a été, enfin, je le connais comme étant très connecté à AMA. Il est très proche du centre d'AMA de Pongouin. Et il a une dimension écologique très forte. Il est très proche aussi de Pierre Rabhi. Et il est le directeur des Colibris, l'une des associations fondées par Pierre Rabhi, l'une des plus importantes sans doute. Et pour moi, il est très emblématique de l'homme du futur, un pied profondément dans la spiritualité, un pied profondément dans l'écologie. Bienvenue Mathieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je voudrais commencer en exprimant ma gratitude à Alain et Evelyne, notamment parce que ça fait 35 forums, si j'ai bien vu sur l'affiche, et que quand on parle de mutation, moi j'entends beaucoup aussi des valeurs de persévérance, de patience, et 35 forums, c'est énorme. Et je pense que c'est un bon exemple qui nous donne à tous de patience et de persévérance, après 35 années. Et voilà. Et donc moi, dans une société où tout se démode très vite, où on est très vite distrait, où on change très vite, de savoir garder le cap comme ça, je trouve que c'est un très bel exemple qu'il nous offre. Hier, quand je suis arrivé, je n'avais pas du tout réfléchi à ce que je voulais dire. J'ai relu La mutation silencieuse. Et évidemment, j'ai entendu parler de ce à quoi je m'attendais qu'on parle, c'est-à-dire toutes ces alternatives, tout ce changement qui a lieu aujourd'hui, avec de plus en plus de gens qui prennent conscience, qui commencent à travailler sur eux-mêmes, qui remettent en question aussi certains éléments qu'on pensait acquis. Et en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aussi à d'autres mutations dans la société qui ont lieu, qui sont aussi silencieuses, mais qui sont beaucoup moins heureuses et beaucoup moins réjouissantes. Dans la société, vous avez aussi l'essor du transhumanisme, ce lien entre l'homme et la machine qui déshumanise encore plus l'être humain. Vous avez des extrémismes qui montent partout, hein, l'intolérance qui gagne, et puis donc des systèmes qu'on pensait acquis au niveau politique qui sont peut-être en train d'être très fragilisés. On a aussi la nature qui est toujours désacralisée et de plus en plus sur Terre. Et ça, c'est aussi des mutations qui ont lieu, de façon plus insidieuse, et qui sont dangereuses aujourd'hui. Si je dis ça, c'est parce que pour moi, c'est important, en réfléchissant sur cette question, d'embrasser tout le réel et pas de voir que ce que j'ai envie de voir. C'est justement un des soucis de notre système, d'avoir voulu créer un monde parfait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas créer une nouvelle idéologie qui nierait le fait que dans la vie, dans le monde, il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont mal et que ça fait partie de la vie. Dans la démarche spirituelle, on dit souvent ça, que si on n'embrasse que ce qui nous plaît, et pas ce qui ne nous plaît pas, finalement, on prend que la moitié de la vie. Et donc la vie, c'est des hauts et des bas. Et l'enjeu de la démarche aussi intérieure, c'est d'aller effectivement au-delà de ça, au-delà des hauts et des bas, pour trouver cette joie qui demeure, voilà, une paix qui ne s'arrête pas. Et en fait, le monde tel qu'il est aujourd'hui, le système capitaliste, libéral, tout ce comment on peut le qualifier, il a cru aussi lui-même créer un espèce de monde parfait. Quand on a créé les pesticides, quand on les a utilisés de façon outrancière, c'était parce qu'on était convaincu qu'on permettrait d'éviter des récoltes qui pouvaient varier et qui pouvaient du coup amener des problématiques. Quand on a surmédicalisé avec de la chimie, c'est aussi parce que l'humain ne voulait pas se confronter à la maladie. Quand on a robotisé la société à outrance, c'est parce que le travail physique, oui, c'était dur. Ça faisait mal au dos. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est de ne pas créer une nouvelle idéologie. J'aime bien revenir au niveau des idées, pas des idéologies. C'est-à-dire que tous ces ismes, finalement, ils se font en réaction avec ce qu'il n'aime pas. Donc le système libéral, il n'aime pas les contraintes, il n'aime pas la douleur, la souffrance, et du coup, il veut créer un monde parfait de confort et de plaisir permanent. Et que moi, ça m'intéresse vraiment aujourd'hui de regarder aussi l'émergence de ces nouvelles questions, notamment la question écologique, avec aussi ce prisme-là de ne pas tomber dans une nouvelle forme d'idéologie. Je dis ça à l'heure où, donc moi je suis engagé dans l'écologie depuis longtemps, j'ai été chercheur au CNRS, au changement climatique, donc tout ce qui est collapsologie, effondrement, c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps que les chercheurs le disent. J'ai mené beaucoup de projets,
Et je vois en même temps dans la société aujourd'hui un essor, vous avez dû voir, on en voit pas dans les médias, des mouvements citoyens qui se rebellent, se révoltent et du coup prennent la parole. On voit ça partout, notamment les mouvements comme Extinction Rebellion et d'autres mouvements qui sont très présents médiatiquement. Donc à la fois, évidemment, il y a une part de moi qui se réjouit, qui peut être enthousiaste de voir qu'il y a une envie de changement, qu'il y a des prises de conscience. Et en même temps, il y a une part de moi qui ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu circonspecte en fait, de ce qui se passe. Pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression que si on rajoute du brouhaha au brouhaha, je ne suis pas sûr que ça amène forcément beaucoup de solutions très positives. Et que si c'est une nouvelle idéologie qui risque d'être déçue aussi, je pense que ce n'est pas la bonne voie. Et que je pense que justement, quand on parle de mutation silencieuse, moi, ce que j'entends, c'est la nécessité, effectivement, de faire silence aussi. Ama, là, dans ses enseignements qu'elle a donnés sur la tournée européenne qui est encore en cours, elle dit que justement, contrairement au corps, qui a besoin de bouger, d'être actif pour être en bonne santé, la santé mentale, elle s'obtient par l'immobilité du mental, par le fait de le mettre au repos. Et que moi, ça m'intéresse aujourd'hui, effectivement, de prendre ce temps du repos, du silence intérieur pour regarder aussi cette question. Donc je pense que la mutation, elle doit être silencieuse parce que c'est dans ce silence intérieur qu'on va trouver justement l'action juste et non pas la réaction. Je fais vraiment une différence entre le fait de réagir à quelque chose qu'on n'aime pas ou le fait d'agir parce que c'est juste. Et donc ça, c'est la grande voie du karma yoga aussi dans l'Inde, c'est-à-dire de dépasser ce qu'on appelle les likes and dislikes, c'est-à-dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, pour simplement faire ce qui est juste, pour embrasser toute cette réalité. Et en même temps, dans ce que nous dit Ama, elle parle effectivement du silence du mental, mais elle parle aussi du bruit de l'action, du bruit de nos mains, quelque part. C'est-à-dire que le corps a besoin de bouger. Et la crise d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise qui nous enjoint à méditer, qui nous enjoint à mettre le mental au repos, à sortir de toutes les formes d'idéologie qui aujourd'hui nous parasitent. C'est aussi une crise qui nous enjoint à une action, mais pas une action mentale, à une action très concrète avec nos mains. La question climatique, par exemple, son grand enseignement, c'est qu'on va devoir réapprendre à faire avec nos mains beaucoup de choses qu'on a arrêté de faire. On va devoir reconstruire nos charpentes, on va devoir retisser nos vêtements, on va devoir cultiver ce qui nous nourrit, on va devoir semer des graines, on va devoir mettre en mouvement nos corps. En parallèle de ce silence du mental, il y a une action des mains qui va être nécessaire. Pour prendre un peu un exemple que moi j'ai vécu encore il y a quelques jours, donc Ama était à Marseille, j'étais avec elle, et j'ai une chance, c'est ceux qui connaissent peut-être pas, donc elle donne une étreinte, et ça va assez vite, parce qu'il y a beaucoup de gens, et qu'Ama veut absolument recevoir tout le monde, donc ça peut être des fois déstabilisant pour des gens qui ne connaissent pas, mais ça va vite. Et en l'occurrence, il faut du coup des personnes, et notamment là c'est moi depuis quelques années, qui à côté d'elle, souvent met les gens dans ses bras, et aide à se relever, pour que ça aille assez vite. Et c'est assez intéressant parce que c'est une action extrêmement précise. Je suis à la fois là pour faire que ça aille vite, en même temps essayer d'être doux, ce qui n'est pas toujours facile quand ça va aussi vite, et en même temps d'avoir vraiment les gestes justes pour protéger le corps d'Ama, où les gens vont poser leurs mains, comment est-ce qu'ils vont se relever. Et je suis du coup dans l'action, et ce qui pourrait paraître presque une forme de terrorisme, hein, à la chaîne, là, dans ses bras, et ben, moi, comment je le vis, c'est que je suis obligé dans cette action concrète, physique, de mettre complètement le mental au repos. Si j'ai la moindre pensée parasite, je vais faire une erreur. Et du coup, pendant 2 heures, je passe mon temps à ne penser à rien et à être dans cette action du corps. Et essentiellement, peut-être aussi par la présence d'Ama, quand je sors de mon créneau pour faire ce seva, je suis un état de méditation qui est même bien plus profond que ce que je peux vivre seul chez moi, assis sur mon coussin. Donc, à la fois, on a besoin du silence intérieur pour trouver l'action juste, mais parfois aussi se mettre en action permet de trouver ce silence intérieur. Et moi, c'est ce que je vis dans ces moments-là en particulier. Et c'est vraiment important aussi d'entendre ça, même si le terme qu'employait hier Michel Maxime de méditant, militant, même si j'aime pas tellement le terme militant, il est important. Et je pense que dans cette action, on peut trouver ce qu'en Inde on appelle justement le karma yoga, la voie de l'action. Parce que l'action, Ama nous dit que le karma yoga, c'est aujourd'hui sans doute la meilleure voie adaptée à notre époque.
cette voie de l'action. C'est la voie qui peut nous emmener le plus sûrement vers le but de la vie, en évitant justement les pièges du mental. Elle dit aussi que le SEVA, donc le service intéressé, c'est justement ce savon qui permet de purifier le mental. Et donc moi, c'est la voie que j'essaye de choisir, c'est-à-dire de toujours être dans l'action, mais en même temps avoir ce discernement de ne pas être collé à l'envie d'un résultat. Ça, c'est la Bhagavad Gita, tu as le droit à l'action, mais pas au fruit de l'action. Et c'est justement, moi, ce qui peut m'inquiéter dans tous les mouvements aujourd'hui d'émergence, de mouvements très militants, c'est que finalement, s'ils n'arrivent pas à sauver le monde et à changer le monde, ils vont être déçus, ils vont être encore plus en colère, ils vont être tristes. Et je crois que c'est effectivement en étant dans l'action et en étant détaché des fruits de l'action qu'on agit au plus juste. C'est d'ailleurs une des attaques qui est faite contre le mouvement Colibri. Vous savez, la légende du colibri que vous connaissez sans doute tous, elle est très très attaquée en ce moment dans certains milieux écologistes. Parce qu'elle est presque vue comme individualiste. C'est-à-dire le petit colibri, il dit « oui, je sais que je ne vais pas sauver le monde, mais je fais ma part ». Et ça, c'est outrageux pour ces personnes où il faut absolument changer tout de suite le monde. Et du coup, c'est souvent attaqué sur le mode « bah oui, c'est de l'action individuelle, finalement c'est une forme d'individualisme déguisé, etc. » Alors qu'aucune action est individuelle, c'est que des actions collectives. Mais je pense que ce qui dérange aussi, c'est que cette petite légende, elle parle aussi d'un lâcher-prise qui est nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, nous tous, on peut faire notre part, on peut agir, mais ce n'est pas sûr que cette mutation qu'on est en train de construire, ce soit la seule mutation du monde de demain. Et je n'ai pas envie du coup d'être ni optimiste ni pessimiste. Je pense que l'avenir, comme le passé, il sera un mélange de choses bonnes et de choses mauvaises. Et que mon bonheur et notre bonheur ne doivent pas être corrélés à ça. Et du coup, je me suis beaucoup posé la question depuis quelques années. Donc j'ai mené des campagnes de mobilisation citoyenne, j'ai travaillé sur des leviers politiques, etc. Et en fait, je me suis posé la question de où agir avec aussi ce décalage que j'entends parfois par rapport à ces personnes qui pensent vraiment qu'on va changer le monde. En 3 ans, tout sera résolu. Moi, personnellement, je n'y crois pas aujourd'hui. Je pense que les choses vont changer très positivement, mais je ne sais pas. Et je n'ai pas envie de faire du de mon action l'assurance qu'un résultat va arriver. Et du coup, je me concentre plus sur une échelle qui est un peu oubliée. Et c'est avec ça que je voudrais sans doute terminer. C'est qu'on attaque beaucoup le colibri sur l'action individuelle en le mettant en relation avec le besoin de grands leviers politiques. Mais l'action de l'efficacité, pour moi, c'est l'échelle de la relation. C'est l'échelle du collectif, mais à l'échelle locale. C'est l'échelle de la communauté, l'échelle de la famille, l'échelle du voisinage. C'est une échelle où on peut vraiment agir. Nous, on travaille beaucoup à Colibri sur ce qu'on appelle les oasis, donc tous ces écolieux qui fleurissent partout. Aujourd'hui, il y a près de 1000 lieux dans ce réseau en France. Ça paraît à la fois énorme et en même temps, ce n'est pas beaucoup. Ils ne sont pas tous très aboutis, mais c'est un signal qu'on a envie d'amplifier. Parce que ces lieux, même s'ils ne sont pas la majorité de la société, ils existent et ils incarnent une forme de radicalité qui va être nécessaire demain. Ils incarnent aussi une forme de résilience, parce que contrairement à ce qu'on nous fait croire, si jamais il y a un effondrement, et ce n'est pas garanti, un effondrement systémique, les papillons dans ces lieux-là et les arbres ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc tout ce qu'on aura bâti dans ces lieux-là, ça pourra durer, ça pourra montrer des exemples. C'est pour ça que je pense que cette mutation à faire, elle est beaucoup à faire dans l'échelle de la relation et dans le lien qu'on entretient avec les gens de notre entourage. Je pense que demain, on sera peut-être beaucoup plus amené à parler à notre voisin qui pense très différemment de nous qu'à nos amis qui pensent comme nous à l'autre bout de la planète. Il y a des chances qu'on ait beaucoup plus besoin de faire avec ces gens-là, d'aider notre voisin qui pense différemment à couper son bois pour avoir chaud l'hiver, ou aider une personne âgée qui a besoin d'aide. Et je pense que du coup, on parlait de ce silence intérieur, il faut du coup matérialiser par nos mains cet amour qui est du coup le catalyseur, l'unique catalyseur possible de cette mutation qu'on doit créer ensemble. Merci.